Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on va parler de ma série préférée de tous les temps. La série de mon cœur, la série de ma vie, tout simplement. Prison Break. Prison Break, c'est une série qui est très importante pour moi. Je vais vous montrer. En fait, à Noël, j'avais demandé à mes parents de m'offrir le coffret intégral de la saison 1 quand la saison 1 est sortie sur M6. C'est le premier coffret qui est sorti de l'époque, il a 15 ans maintenant, au moins minimum. C'est le tout premier coffret Prison Break qui est sorti. Première édition, je sais pas s'il a été réédité ensuite, mais voilà, depuis il a dû être ressorti en Blu-ray, toutes les éditions possibles. Mais en DVD, c'était la première édition. Et à l'époque, j'avais même reçu les 2 premiers épisodes dans mon télé 7 jours ou télé 2 semaines, je ne sais plus. Et vraiment, c'est la série qui m'a donné la plus grande expérience de ma vie de fan de séries télé. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui sur la chaîne YouTube. On va en parler. Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui à la saison 1. Je vais avoir besoin de plusieurs vidéos pour pouvoir vous en parler de façon correcte. Et ensuite, on passera à la saison 2, saison 3, saison 4 pour pouvoir parler de tout, de toute la série. Il y a plein de choses à dire sur cette série. Donc, c'est pour ça que la saison 1, je pense que j'aurai besoin de plusieurs parties pour pouvoir en parler de façon correcte. Cette vidéo sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous encourage à partir, mais surtout à aller la voir. Elle est disponible sur Amazon Prime. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vraiment vous ne pouvez pas être déçu par Prison Break, c'est une des meilleures séries des années 2000, donc voilà, il vous la faut. Alors, Prison Break, à résumer, c'est hyper simple, c'est l'histoire de Michael Scofield qui se fait enfermer volontairement dans la prison de Fox River pour libérer son frère Lincoln Burrows, accusé à tort du meurtre de la vice-présidente, Terence Steadman, et donc il essaye de le faire évader de cette prison en se faisant tatouer l'intégralité du plan de la prison sur le corps pour pouvoir s'échapper et avec un plan voilà, pour pouvoir réussir à faire sortir son frère de prison. La plus grande force de Prison Break saison 1, c'est bien sûr son casting, c'est sa musique, c'est son scénario, c'est son écriture, c'est son rythme, c'est sa tension permanente. Tout ça est chef-d'œuvre. J'estime que la saison 1 de Prison Break est la meilleure saison 1 de série de tous les temps. Nous reviendrons sur les autres saisons après. Mais la saison 1, c'est la perfection en fait. Alors la perfection ne veut pas dire que c'est 100% parfait. C'est-à-dire que pour qu'une œuvre justement fasse parler, etc., il faut qu'il y ait quand même un ou deux petits défauts, nous en parlerons. Mais cette œuvre est dans sa perfection la plus brute, c'est tellement beau. Le casting est extraordinaire, l'histoire est géniale. C'est simple, c'est la série la plus addictive pour moi de ces dernières depuis 15 ans. Il n'y a jamais eu d'autres séries qui m'ont mis dans un état de transe comme j'ai pu être là, à part peut-être Game of Thrones ces dernières années qui avait réussi un peu à recréer ça. Et encore, je pense que c'est extrêmement loin de ce qu'a pu être Prison Break. À l'époque, pour ceux qui ne savent pas, ça avait été diffusé par M6. Merci à M6 d'avoir vraiment fait pour moi et d'avoir proposé les séries les plus cultes pour moi des années 2000. Entre Charmed, entre Stargate, entre Buffy, entre Prison Break, vraiment, et Desperate Housewives par exemple. Ils ont vraiment pour moi marqué les années 2000 par le choix de leurs séries et des séries de grande qualité. Et ben... M6 à l'époque ils avaient été bien emmerdés parce que si la série est très violente, vous l'imaginez, dans un univers carcéral extrêmement réaliste et extrêmement sanglant, eh bien ils avaient demandé une dérogation au CSA qu'ils ont obtenue et je crois que j'ai jamais entendu que ça avait été reproduit depuis. Il y avait peut-être eu aussi quand que C8 avait diffusé Spartacus, je me souviens ils avaient diffusé une version censurée de Spartacus, donc je crois qu'ils avaient aussi une dérogation du CSA pour le fait de pouvoir la diffuser à l'époque sur C8 en prime time, parce que ça paraît fou de diffuser Spartacus en prime time vu le sang et le sexe qu'il y avait dans la série. Et dans Prison Break, en fait, ils ont joué sur les épisodes. C'est-à-dire qu'ils ont demandé que les épisodes soient classés moins de 10, moins de 12, moins de 16, selon l'heure. Enfin, selon l'épisode, pardon, pas seulement la série, parce que la série aurait très bien pu être classée moins de 16 ans tout le long, tous les épisodes, et en fait, non, ils ont classé par épisode, c'est-à-dire que l'épisode 1, par exemple, qui n'est pas violent, était moins de 10 ans, ou moins de 12 ans, j'en sais rien, et puis un épisode un peu plus violent, comme par exemple l'épisode 2, par exemple, était peut-être un petit peu plus à moins de 16, et en fait, il faut attendre 22 heures pour pouvoir diffuser des épisodes un peu plus violents, donc ils jouaient sur les durées, ce qui fait que des fois, on avait des soirées avec 2 épisodes, des fois des soirées avec 3 épisodes. Alors, Prison Break, comme je l'ai dit, c'est l'histoire donc d'une évasion, mais c'est aussi l'histoire d'un complot contre Lincoln, organisé par le cartel. Et tout ceci fait en fait un ensemble dans la série avec vraiment trois actes majeurs.
vous avez Veronica Donovan, l'avocate, qui essaye de prouver l'innocence de Lincoln par la loi. Vous avez l'évasion, donc la tentative d'évasion de Michael Scofield qui veut faire évader son frère de la prison de la prison. Et vous avez tout le lore, c'est-à-dire tout ce qui est en plus qui vient dans la série, c'est-à-dire les interactions avec les personnages, tout ce qui ne concerne pas l'évasion en elle-même, mais qui va plus nous parler de la vie dans la prison, des souffrances que va ressentir Michael. Et quand je l'ai regardé, moi j'avais 11 ans, donc déjà en plus question légale, je devais pas avoir forcément l'âge, mais c'est pas grave, je remercie tellement mes parents de m'avoir fait regarder ça. C'était, pour moi, ça a été une expérience absolument géniale, par justement cette gestion de la tension. Et je le dis souvent, pour moi le premier épisode de Prison Break c'est une leçon de télévision américaine. C'est une leçon, c'est tout ce qu'on veut voir. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, les 2 premiers épisodes, il faut savoir que Prison Break, je suis une encyclopédie, hein, je connais toutes les anecdotes, etc. Par exemple, vous le savez peut-être pas, mais en fait les cellules avaient des murs qui pouvaient bouger. Parce que bon, dans cette saison 1, vous aviez aussi le making-of à la fin, et donc je l'ai vu je ne sais combien de fois, parce que ça en gros la série, je l'ai vu 40 fois. Et en fait, il y a un making-of à la fin où il vous explique comment il faisait la série, par exemple comment il faisait avec le tatouage. En gros, il tatouait pas à chaque fois Michael en entier, c'est-à-dire que c'est en fait c'est des calcomanies en fait où il le mettait sur le corps. Et donc, ce qui fait que il mettait que les parties visibles à chaque fois, et que quand vraiment vous avez besoin de mettre tout le corps, il le faisait voilà selon le cas. Par exemple, s'il était sans son t-shirt, etc. C'est pour ça que souvent dans la série, d'ailleurs, il n'a que les bras parce que ça prenait énormément de temps. Juste pour lui mettre les tatouages, ça prenait déjà 2 à 3 heures pour préparer Scofield pour pouvoir jouer ses scènes, c'est pour vous dire. Mais bon, le résultat est là et franchement, il est bluffant. Et donc, faut le savoir, les cellules, par exemple, c'est un vrai défi de pouvoir tourner parce que y a des questions de lumière, vu que c'est des tout petits ex-places, il y aurait beaucoup de moments sombres, donc il faut jouer avec la lumière. Donc, ce qui fait que c'est parfois toujours pas forcément évident. Donc, il faut savoir que les murs de la cellule, en fait, pouvaient bouger à volonté pour pouvoir vraiment mettre les caméras au bon endroit et pouvoir filmer au mieux avec des meilleures lumières, etc. etc. Alors, la plus grande réussite pour moi de Prison Break, comme je l'ai dit, c'est sa tension et son rythme. Je pense que c'est une des séries les plus addictives de ces 15, 20, 30 dernières années, sans vraiment d'équivalent pour moi. Il y a peut-être Lost qui avait réussi pendant une toute petite période à faire mieux, c'est en début de saison 2, mais pour moi, la saison 1 de Prison Break, justement, pour moi, c'est l'aboutissement total. D'ailleurs, qui sera récupéré dans une autre série qui était un phénomène de société il y a quelques temps, c'est Casa de Papel. La Casa de Papel, parce que c'est le même concept, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent sortir d'une banque, et de l'autre côté, c'est des gens qui veulent sortir d'une prison. Et donc dans le même cas, il y a exactement les mêmes ressorts scénaristiques, l'histoire d'amour au sein de la prison, au sein de la banque d'ailleurs, le génie créatif qui a tout prévu avec un plan millimétré, en fait, tout est déjà présent, le rythme, le fait que les épisodes soient dans un temps très court, donc des fois par exemple, tu as un épisode qui va juste te raconter quelques heures dans une journée, ce qui est également le cas de Prison Break, où on peut avoir des épisodes qui juste parlent d'une dizaine d'heures dans la journée, grand maximum, voire même moins des fois, des fois ça peut être que quelques minutes, je pense en particulier à l'évasion, mais nous en reparlerons. Et c'est vraiment la perfection en termes de tension, mais j'ai même envie de dire en termes de tension par rapport à l'évasion, mais en termes de tension par rapport aux autres personnages qui sont dans la série. Tous les personnages sont menaçants, et c'est pour ça que je vais en parler. Les 2 premiers épisodes, il faut savoir, aux États-Unis ont été diffusés le même soir, c'est-à-dire qu'en gros le premier et le deuxième, c'est un ensemble, c'est la même soirée. Et l'épisode, pour moi, est absolument génial. J'adore la scène d'intro, par exemple, de Prison Break, avec le Michael qui enlève tous les éléments sur son mur, qui jette son disque dur dans le fleuve, et puis ensuite l'attaque dans la banque, puis en fait ça s'enchaîne à un rythme effréné. Après il y a le procès, ça s'enchaîne très vite parce que Michael ne veut pas faire appel, puis il se retrouve dans la prison de Fox River, il arrive, il rencontre Brad Bellick, la scène d'introduction de Brad Bellick est exceptionnelle, ça place tout de suite l'antagoniste entre les deux en quelques répliques. D'ailleurs, bon, je l'ai pas précisé, mais je regarde la série en VF. J'ai toujours regardé en VF, je peux pas avec la VO, je suis désolé. On a la chance d'avoir une des meilleures VF de ces 50 dernières années. Il faut le regarder en VF, c'est vraiment génial. Prison Break en VF, ça vaut le coup d'œil. On a eu la chance d'avoir un générique français interprété par Faf Larage, qui est super, hein, pas le temps, qui est vraiment voilà l'âme aussi de la série et qui est certainement son plus grand tube à Faf Larage et qui est vraiment super. Même si la musique d'origine d'ailleurs est très très belle, elle est faite par le créateur justement de la musique de
Westworld, de Game of Thrones, donc pour vous dire que c'est pas un manche, et c'est certainement selon moi son meilleur boulot. Tout le monde aime son boulot sur Westworld, tout le monde aime son boulot sur Game of Thrones. Alors c'est vrai que c'est plus beau esthétiquement, c'est-à-dire qu'il y a plus de sonorité, de piano, etc., etc. Mais par contre, je trouve que dans le côté carcéral, d'avoir vraiment réussir à faire une musique aussi bonne, la musique de Bagwell par exemple, c'est un chef-d'œuvre. La musique, quand ils sont juste dans la prison comme ça et que ils veulent donner le moment de tension, etc. C'est aussi génial. Bref, c'est vraiment pour moi, c'est une des musiques les plus impressionnantes de ces... voilà, vraiment, pour moi, c'est son meilleur boulot. Je sais que tout le monde préfère ce qu'il a fait sur Game of Thrones, mais pour moi, c'est son meilleur boulot sans contestation possible. Et donc, il va tout de suite rencontrer Brad Bellick, par exemple, avec cette scène géniale où Brad Bellick lui dit ici, il n'y a que 2 commandements. Ici, t'as rien à espérer. Et quel est le deuxième commandement? Voir commandement numéro 1. Ouais, je vois. T'es ici pour jacter en l'air. Honnêtement, les dialogues sont géniaux. Par exemple, il lui dit non, je veux juste faire mon temps et passer sous le radar. Personne ne passe sous mon radar. En fait, il y a aucune perte de temps. Les répliques sont ciselées, magnifiques. À chaque instant, c'est la punchline parfaite. En particulier parce qu'ils ont des personnages qui adorent les punchlines. Je pense à John Abruzzi, je pense à Theodore Bagwell, je pense à Bellick. Vraiment, c'est parfait. Ces épisodes-là, par exemple, donc le premier, ensuite, bah, t'as la scène, pour moi, une des scènes les plus marquantes quand j'ai commencé la série, c'est la scène où t'as Michael, qui est surnommé Blanche-Neige, qui regarde comme ça. Et en fait, bon, bah, il lui dit, t'as l'air trop propre pour être ici. Et là, t'as déjà Sucré, personnage génial, nous y reviendrons, qui dit à Michael que tu ferais mieux de t'asseoir, le nouveau. Ici, il n'y a rien d'autre à faire que de tirer sa peine, et personne d'autre la tirera pour toi. Et là, il regarde en bas, et d'un coup, hop, coup de couteau, il y a un prisonnier, par contre, qui tombe au sol en hurlant de douleur. Et t'as juste Sucré qui lui dit... bienvenue à Prisonland, je crois qu'il lui dit quelque chose comme ça. Et en fait, déjà tout de suite, la série t'installe une ambiance malaisante, une ambiance où le risque peut être permanent à n'importe quel moment. Mais on se dit, nous, hein, parce qu'on est spécialiste des séries télé, on se dit notre personnage principal, il va pas lui arriver trop de malheur, parce qu'il faut qu'il tienne jusqu'au bout. Ah, c'est ça, deuxième épisode. Alors, on va finir le premier. Dans le premier, voilà, il y a vraiment donc tout cet enchaînement sur sur le fait voilà, de découvrir un peu des personnages, en particulier le personnage de John Abruzzi, dans cette scène absolument géniale où il lui apporte la cocotte en papier et il fait tu devrais me prendre au TP Abruzzi, vraiment super, et puis il dit t'aurais peut-être besoin de moi plus que tu ne le crois, et il fait ah oui, je me suis trompé, voilà ce dont j'ai besoin. Un canard! Et ben ça, cette scène, elle est géniale aussi en termes de... Alors je dis en VF, parce qu'en VO, je pense qu'elle doit être exceptionnelle aussi. Il faut savoir que l'interprète, donc je crois qu'il s'appelle Peter Stormare, un truc comme ça. J'ai jamais réussi à prononcer son prénom, qui avait joué dans Jurassic Park, qui a joué dans énormément de rôles, qui a joué ces derniers temps dans une série Amazon Prime. Vraiment, American Gods, ça s'appelait, pardon. Vraiment, c'est un acteur que j'aime énormément, et il a joué donc, comme je dis, dans Jurassic Park 2. C'est vraiment un super personnage, et il interprète donc John Abruzzi, et il va y avoir donc tout le travail sur la cocotte en papier, et là ça va s'enchaîner à un rythme, c'est incroyable. Vous savez, l'enchaînement, hop, il lui donne la cocotte en papier, ensuite il passe le téléphone, la personne a reçu la cocotte avec la photo de Fibonacci, on le rappelle, etc. Donc en fait, on enchaîne toutes les secondes, on a une découverte, on a une information en plus, un personnage en plus, et il y en a dans tous les sens, il y a des petites choses un peu partout, c'est vraiment super. Puis l'introduction de Sucré qui présente la prison, la présentation de Lincoln Burrows par Sucré, c'est un bijou, c'est un bijou. Quand il arrive et qu'il dit alors il présente tout de suite, donc Link le déluge, il dit que lui c'est le prisonnier le plus dangereux de la prison, parce que lui il a rien à perdre vu qu'il va être tué, etc., etc. Et là, t'as Michael qui lui dit bah, pourquoi tu tiens tant à revoir Burrows? Enfin, Sucré lui demande ça, parce que c'est mon frère. Et là, déjà, l'intelligence du scénario d'avoir pas donné le même nom de famille à Michael Scofield et Lincoln Burrows, pour que justement leur fraternité soit aussi une découverte par les personnages au fur et à mesure. Excellent choix, c'est vraiment une super décision. Et puis, alors là, bon, il y a quand même quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, c'est... Enfin, que j'ai jamais vraiment compris. Que j'ai toujours remis un peu en cause. C'est la scène où Michael rencontre Sarah Tancredi, donc la docteure, et en fait, il lui dit
Sois le changement que tu veux voir dans le monde, qui est une phrase de Gandhi, et elle dit ah bah c'est ma grande phrase. Alors vous le savez, Michael a tout prévu, c'est-à-dire qu'il sait déjà que Jonah Broodsy est dans la prison, il sait déjà que Westmoreland, alias D.B. Cooper, est dans la prison, il sait déjà plein de choses. La seule chose qu'il sait pas en fait, c'est son compagnon de cellule, mais il sait déjà plein de choses. Il y connaît le Pope aussi d'ailleurs, hein, quand il le rencontre, c'est pas la première fois qu'il l'a vu, puisqu'on le voit sur le mur, etc., etc. Donc en fait, il y a tout, il y a déjà tout en fait, il y a déjà tous les éléments. Et donc, est-ce que par exemple, Sarah, dans une interview, avait cité cette phrase, et c'est pour ça qu'il la ressort. J'ai jamais pu me le faire confirmer, parce que la série ne reviendra jamais sur ce fait-là, mais est-ce que ça me paraît trop étonnant, en fait, qu'il sorte cette phrase, et qu'elle fasse autant sens pour Sarah Tancredi si ce n'était pas préparé. Donc je pense peut-être dans un article de journal, peut-être qu'elle avait témoigné, peut-être qu'elle avait utilisé cette phrase, en témoignant peut-être, par exemple, pour son père, excusez-moi, qui est Frank Tancredi, qui est le gouverneur, etc., etc. Et puis, bah voilà... un épisode 1 vraiment super, qui met une ambiance, qui met tout de suite un cadre pour l'épisode. Et ben voilà, on sent qu'il y a une ambiance, il y a quelque chose d'assez dur qui s'installe tout de suite dans la série. Et on va vite, comme je l'ai dit, arriver dans les problèmes, puisque très rapidement dans la série, et bien, donc bien sûr, Michael va être pris au TP par Jonah Broodsy, bon, bref, plein de choses. Il va tisser une relation avec Pope déjà, avec le Taj Mahal, etc. Donc parfait. Franchement, tous les personnages ont des toutes petites scènes, mais elles sont toujours hyper efficaces. Puis arrive l'épisode 2. Là, l'épisode 2, c'est génial. C'est la grande bagarre, grande guerre entre les Noirs et les Blancs. Et là, c'est génial, c'est parfait. C'est, voilà, moi, personnellement, j'estime que c'est ce qu'il y a de mieux avec l'introduction du personnage de Theodore Bagwell. L'introduction de Theodore Bagwell, c'est une leçon de série télé. C'est une leçon. Quand vous avez ce prisonnier alors que Michael est en train de retirer la vis avec une pièce, et là, t'as l'introduction, il y a juste une phrase. Ça suffit pour présenter Bagwell. C'est tu devrais montrer plus de respect. Cet homme a violé et tué 6 adolescents en Alabama. Et pas toujours dans cet ordre, si tu vois ce que je veux dire. Rien qu'avec cette phrase, il installe déjà un malaise avec ce personnage. Puis la musique de Bagwell. La musique de Bagwell, qui est certainement une des musiques d'ambiance les plus réussies de ces 10 ou 15 dernières années. Et il arrive... Et là, il lui dit, oui, bon, t'as dû remarquer que les Noirs sont en majorité, etc. C'est parfait, la présentation est géniale, avec déjà, on a introduit le système de la poche, le mec qui est là derrière, etc. Michael va perdre la vis, et en même temps, il essaye de récupérer aussi du pugnac, qui a introduit le personnage de Sinotte, et tu te dis que jamais Sinotte ne reviendra. Il y a plein de personnages qui sont présentés. Aucun temps n'est perdu dans la série. L'introduction du personnage de Sinotte, qui reviendra plus tard, c'est vraiment super aussi. Pas de temps perdu, justement. Sinotte, il arrive, donc il propose de trouver du pugnac, et puis bah, il voit que Michael a l'air de s'associer avec la jeunesse hitlérienne, comme il le dit, et bah là ça s'enchaîne extrêmement vite, c'est parfait, c'est génial, l'épisode est top, très violent, avec voilà du sang, Michael qui reçoit donc alors je crois qu'on n'a pas son nom, j'arrive pas à me souvenir en tout cas, et je crois pas que j'ai pas regardé sur Wikipédia avant de faire la vidéo, mais je crois pas qu'on a le nom bah, voilà, de la personne un peu victime derrière Bagwell. C'est vrai que là, le Bagwell qui hurle dans la prison et qui dit t'es un homme mort, Scofield, ça te met une ambiance. Et Michael, bah, c'est sûr que là, on se dit, il va pas mourir à ce moment-là, donc déjà, on est plutôt content. Et puis, enfin, voilà, et puis la scène est géniale. Et puis là, il arrive, parce qu'il y a eu des gaz lacrymaux qui ont été lancés. Et tu vois, par exemple, le moment où t'as les prisonniers qui passent devant sa cellule comme ça, il se tient comme ça et tout. Il y a une tension, c'est incroyable en termes d'acteurs, enfin, c'est sublime. Et arrive la scène de fin. Et là, la scène de fin du deuxième épisode, bah, t'as envie de dire bravo. Parce que tu te dis, bah, ton personnage principal, bah, c'est Michael, donc il peut pas lui arriver grand chose. Et là, on lui coupe les 2 doigts de pied. On te coupe les 2 doigts de pied dès le deuxième épisode. Quelle maestria, quel chef-d'œuvre. Jonah Broodsy, Bagwell, Scofield, Sucré, enfin, c'est génial. C'est génial. Et donc Michael qui arrive, qui s'est fait couper le pied, enfin qui s'est fait couper les 2 doigts de pied, qui arrive là, et donc là Sarah le soigne, et à ce moment où elle lui met les mains dessus, et là il est complètement en pleurs, c'est génial. Puis après bah, le test sur Sucré avec le téléphone, pareil, franchement l'épisode 3 sur Sucré, pareil, il n'y a aucune perte de temps. Par exemple, moi j'adore la scène, mais ça c'est dans le premier épisode, où t'as Sucré qui écrit pour Barry Cruz. Alors celle-là, moi c'est ma vanne préférée. Il fait, je vais lui faire prendre le ferry de Staten Island. Et puis quand elle va arriver devant Staten Island, elle va ouvrir le truc et elle aura ma demande en mariage. Et ça sera comme si j'y étais.
Enfin, sauf que j'y suis pas, quoi. Et c'est génial. Il dit, ouais, comment tu veux dire que t'aimes quelqu'un très très fort et que tu rebraqueras jamais une prison? Bon, t'as qu'à essayer passion. Ah, c'est bien passion. P-A-T. Pas de T. Et honnêtement, voilà, moi rien que ça, moi ça me suffit à mon bonheur, c'est parfait, les vannes sont parfaites, voilà, bravo. Et arrive donc l'épisode 3, pareil, super efficace, tout ça en même temps, on a toujours le travail sur Veronica Donovan qui est en train un peu d'essayer de prouver l'innocence de Lincoln, avec l'introduction de Projet Justice qui arrive très tôt dans la série, la vidéo qui est truquée avec le tir, en fait tout ça là après ça va s'enchaîner très vite, la mort de Laetitia Barris par Kellerman avec l'introduction de Danny, tout de suite d'ailleurs ça introduit très vite que Danny lui il est plus simple, plus calme et a pas envie de tuer, et que Kellerman lui c'est l'homme froid, cruel, qui est capable de tuer, qui est là, qui est l'homme d'honneur, etc. et qui sera très important pour la suite. Et en quelques minutes, c'est introduit, en quelques minutes, les personnages, tu les connais, tu sais leur... ils tuent aussi l'évêque McMurrow, etc., etc. Enfin, c'est super cette partie-là. Donc avec Nick Savrine qui intervient dans la série, qui... permet donc justement de parler pas mal de choses. Enfin, j'ai adoré. Vraiment, c'est parfait. Cette partie-là aussi est très rythmée. Bref, ça ne s'arrête jamais dans Prison Break. Donc, Sucré va perdre ses parloirs, va pas pouvoir appeler Marie Cruz parce qu'il va être enfermé au trou. Et va arriver donc le disjoncté. Ce qui est aussi un personnage extrêmement réussi. Et puis la partie avec John Abruzzi qui, ça y est, maintenant il est passé de l'autre côté, il aime bien Scofield puisque il a pas réussi à l'avoir par la haine. Et cette scène avec Bagwell et Abruzzi, tous les deux là qui lui tendent un piège, et là il lui éclate le nez et tout, et là tout le monde le fracasse derrière, honnêtement c'est super aussi, avec toujours cette musique d'angoisse de Bagwell qui est toujours présente. Vraiment, là il y a une tension, tu te dis mais comment il va s'en sortir, et là c'est Abruzzi qui l'aide, et vraiment parfait, voilà, rien à dire. Et donc on va découvrir au fur et à mesure, voilà, que Michael et Lincoln sont frères, et ça va être découvert par le cartel qui vont vouloir les séparer, et arrive l'épisode 5. J'estime personnellement que l'épisode 5 est certainement le meilleur épisode de toute la série. Et pourtant c'est pas un épisode qui paye de mine, mais enfin ça paye pas de mine, mais honnêtement c'est un des meilleurs épisodes tout simplement de la télévision américaine. Pour moi il est trop surestimé. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est des grands épisodes avec des grands effets spéciaux, etc. L'épisode 5 de Prison Break, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, de réalisation, de scénario, de rythme, de développement de personnages. Tous les personnages de l'épisode sont ultra bien développés, c'est génial. Moi personnellement l'épisode 5 c'est mon épisode préféré. Alors d'ailleurs, avant de commencer l'épisode 5, il faut le savoir qu'à l'épisode 4, le trou a été fait au fond de la cellule. Puisque le disjoncté a été éliminé, on va dire, après avoir eu un comportement particulièrement étrange, où il voit justement dans le tatouage le chemin, qui sera très important pour la suite, alors qu'on se dit peut-être que ça reviendra jamais, mais aucun temps n'est perdu dans cette série. Aucun épisode n'est mauvais. Tous les épisodes sont utiles pour le scénario. Il n'y en a pas qui sont mauvais. Et arrive donc tout l'arc qui arrive derrière là. Moi, c'est le moment, déjà le moment où ils ouvrent, Michael demande à Sucré de faire du bruit. Honnêtement, c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Quand il commande de faire du bruit et qu'il lui dit, et que là il se met à chanter Como sola mañana. Et comment c'est la cita, machin. Et il dit, t'es au maximum là? Aie confiance, mon frère. Aie confiance. Et c'est super drôle, là, tout le monde se met à hurler et tout, enfin, c'est génial. Sucré qui d'ailleurs donc est revenu dans la cellule parce que, voilà, il a perdu ses parloirs à cause de Michael, il revient dans la cellule. Pareil, honnêtement, aucun temps n'est perdu, puis ça s'enchaîne super bien parce que Marie Cruz, elle tombe enceinte, Sucré, il veut sortir plus vite donc prévu, donc il lui dit qu'il veut sortir, donc il veut revenir dans la cellule pour s'évader, et Sucré c'est le personnage lumineux par excellence, c'est le personnage qui porte de l'espoir, alors que Lincoln, lui, il avait plus d'espoir, John Abruzzi n'en a jamais eu, puisque lui, il est à perpète, T-Bag c'est pareil, et donc Michael porte de l'espoir, mais Sucré c'est aussi celui qui porte le plus d'espoir dans la série. Et il est lumineux, il a toujours le moral, à part rare exception, mais il a toujours le moral, il est toujours drôle, il est extrêmement drôle, Sucré. Moi je l'adore, c'est un personnage extraordinaire, justement dans cette ambiance carcérale extrêmement lourde, mais quel personnage magnifique d'avoir un personnage qui justement casse un peu justement cette ambiance lourde, pesante, qui aurait pu gêner la série, de miner trop le moral. Et ben là justement, c'est pas le cas. Là,
bon, c'est génial. Et donc l'épisode 5. Alors l'épisode 5, j'estime que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout dans cet épisode. Il y a le transfert de Michael. Génial, génial. Parce que voilà, il bloque son transfert, puis après ça se débloque, etc. C'est super. Il y a English, Fitz ou Percy avec le passage où Michael doit monter sur le toit. C'est sublime. Il y a tout le début, juste le début, où ils se retrouvent tous dans le sorte de petit hangar là, voilà, où il y a donc Sucré, Abruzzi, Burroughs et Scofield, et il dit bah voilà, c'est l'équipe avec laquelle on va s'évader, et voilà, ça permet donc de replacer qu'ils sont frères, etc. Puis bah là ça permet, c'est l'épisode qui permet la révélation pour tout le monde que Michael et Lincoln sont frères, puisqu'il le révèle au Pope, etc., etc. Et là ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc le moment où il monte sur le toit, où il redescend avec Sucré qui ne sait pas ce qui se passe, ne comprend rien parce que Michael manque à l'appel au retour, parce qu'il est parti, il peut rien dire. C'est super, parce que Michael doit rester dans le bureau, et là il revient de justesse dans le bureau, enfin une tension permanente, et là il arrive dans le bureau, et non, le transfert a quand même lieu, et il part, et là on l'emmène avec une musique, quand on l'emmène comme ça, une musique qui peut te faire quasiment pleurer et tout, elle est super, et juste au dernier moment, t'as Pope qui vient le ramener, et le petit signal de fin, où t'as juste Michael qui vient mettre sa main sur l'épaule de Burroughs, et là, voilà. La fraternité, le côté les frères sont hyper bien développés, la relation entre Sucré et Michael, là cet épisode c'est parfait pour ça, le travail sur justement donc Abruzzi, la création à ce moment-là de l'équipe de l'évasion, c'est parfait, c'est parfait. Et après vont arriver les deux épisodes qui pour moi forment la dernière partie de cette première partie de Prison Break, qui est le perçage du trou. Et là, bon là c'est génial, parce que là c'est sublime, le perçage du trou, c'est tout ce que j'aime dans Prison Break. Parce qu'il y a du sang, c'est sanglant. Ça va travailler la relation amoureuse entre Michael Scofield et Sarah Tancredi de façon exceptionnelle. Avec le fait que y a la révolte dans la prison, qu'il va aller la chercher. Et là, cette scène magnifique par exemple est sublime quand il arrive, qu'il l'attrape, il la monte dans le faux plafond, et que là il la touche juste sur l'épaule, et que là elle se retourne voilà, elle a vraiment peur quoi, et il lui dit je ne vous ferai rien, promis. Alors on sait très bien que elle l'aime déjà bien, le petit Scofield, elle aimerait bien qu'elle, de base, d'habitude elle aimerait bien qu'elle le touche, et là c'est super, et il se balade dans les faux plafonds, t'as la menace permanente avec les prisonniers, excusez-moi, qui sont là qui veulent l'enfumer, qui veulent machin, puis après ils viennent dans les faux plafonds, puis t'as l'arrivée des snipers à la fin, enfin c'est parfait, t'as tout le passage au tout début de l'évasion, du massacre, avec Bagwell, avec la chaleur qui a été provoquée par Michael, avec et si jamais vous nous emmeniez dans un coin du sud, genre en Afrique, un coin plus frais. Il fait pas si chaud que ça. Quoi? Lui, quand il s'est réveillé ce matin, il était tout blanc. Honnêtement, c'est pareil, les répliques sont exceptionnelles. Et alors moi, ma réplique préférée de toute la série, c'est quand Bagwell est devant le grillage, comme ça, avec Bellic, et là, il lui fait sa vanne, et je lui dis juste... il lui fait une vanne sur, voilà, qui c'est qui a raté le concours de police, et qui gagne moins qu'un facteur? Un maton. Et là... t'as Bellic qui lui répond, il fait « Ah là là, j'en attendais pas grand-chose d'un taré congénital. » Et là, tu vois, il y a ce moment de silence, et il dit « Ouais, j'ai lu ton dossier psychiatrique, dans lequel il est écrit que ton père a violé ta mongolienne de sœur, et 9 mois plus tard, on a vu débarquer un petit télé. » Cette réplique, elle est sublime. C'est une écriture, alors je sais pas comment elle est en VO, mais en VF, les mots sont tellement bien choisis, avec un Bellic extrêmement méchant et tout, et là après c'est Bagwell qui dit je vais être crevé du coup. C'est parfait, c'est sublime. Honnêtement, vous voulez faire quoi de mieux quoi? Les deux personnages avec des punchlines extrêmement bien écrites, c'est parfait. Puis donc il va y avoir la révolte, il va y avoir donc le massacre du gardien qui va se faire fracasser par Bagwell, avec ce moment magnifique avec la musique, là où t'as Bagwell avec tous les autres qui se jettent sur Lincoln, pareil c'est super. Honnêtement, mais que vous voulez faire quoi? Tout est génial, il n'y a rien à acheter. Vous enchaînez après derrière donc avec Sucré qui perce le mur avec un batteur à œufs, c'est génial avec la loi de X, et quand il réexplique la loi de X,
sur l'élasticité à John Abruzzi et qui lui fait bah tu vois quand on perd sa mur à des points précis, bah ça l'affaiblit drôlement, ça l'affaiblit drôlement. Et ouais t'as bien raison. Mais il faut surtout pas sous-estimer le mur. Et là, bon attends, tu peux me laisser essayer. La démolition, c'est héréditaire dans la famille. C'est pareil, des répliques, mais on n'en fait plus des répliques comme ça. Il y a quelle autre série que vous connaissez où il y a des répliques aussi magnifiques qui peuvent être des répliques, voilà, non, c'est génial. Il y a ce moment où Michael et Lincoln se retrouvent et se prennent dans les bras. C'est quelque chose qu'on attendait. Oh putain, ça arrive. Et bah c'est parfait, épisode 7, c'est génial. Et puis bah t'as l'arrivée de Theodore Bagwell qui intègre donc l'évasion puisque il a capturé un gardien, le gardien a enlevé les toilettes, et là ça s'enchaîne très très bien, et puis bah, cette scène où il est avec la photo là, de sa fille, et qui lui dit ah ça c'est vraiment, mais ça aussi, hein, oh là là comme c'est chef-d'œuvresque, où il arrive, il lui fait une fois que je me serai tiré, j'emmènerai ta fille au bal. Comme ça et tout, mais, vraiment il est psychopathe, enfin c'est parfait quoi. Et il arrive et donc bah voilà, il rentre un peu dans l'évasion, et à partir de ce moment là, c'est un peu le moment en fait où l'équipe de l'évasion va s'agrandir au fur et à mesure, mais déjà Bagwell n'était pas du tout prévu dans l'évasion, et bah voilà, super intro. Un ajout. D'ailleurs Bagwell sera vraiment un élément très important pour l'évasion, ce qui sera souvent vraiment très utile pour l'évasion par la suite. Nous y reviendrons dans les autres parties de vidéo. Et là, bah, c'est la fin. Il faut laisser partir le gardien, parce que le gardien, bah voilà, il faut le laisser partir. Et c'est le dilemme. Et là, avec tout ce qu'il sait, mais en quoi ça te concerne notre histoire? En quoi ça te concerne? Et là, il part à droite, oui, excusez-moi, Abruzzi part à gauche, et bah, Bagwell se cache, revient, et la plante 3 énormes coups de couteau dans Bob. Et Bob tombe de la balustrade et tombe par terre, et là, il y a du sang de partout. Et là, il arrive, il dit juste, et un point pour l'équipe. Magnifique, magnifique. Et le premier mensonge de Michael envers Sarah, quand il lui explique que justement il connaît très bien ses faux plafonds grâce au TP, pareil, ça sera très utile pour la suite. Aucun temps n'est perdu. L'évasion, pardon, les avocats qui continuent un petit peu de travailler sur le dossier, avec tout le travail qui est fait sur le coup de téléphone. Après ils vont trouver l'endroit, après ils vont commencer un peu à enquêter sur Stedman, etc. Et ils vont commencer là à être véritablement menacés de mort par le cartel qui là va les menacer directement eux. Avant, c'est vrai que c'était les personnages un peu secondaires qui a été tués, l'évêque, Laetitia Barris, etc. Et d'un coup, ils vont devenir les cibles numéro 1. Et c'est là où ça va vraiment devenir très compliqué pour lui. Et c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième partie de la série, c'est-à-dire la partie où à partir de ce moment-là, ils ont trouvé le trou. Il y a le trou au fond de la cellule, l'équipe est constituée, et là, il va falloir aller voir autre chose. Et là, il y a vraiment les deux nouveaux arcs scénaristiques qui vont se lancer. C'est à la fois d'essayer de continuer l'évasion, et là, il va falloir faire beaucoup de choses pour pouvoir sortir au-delà de sa cellule. Et ensuite, de l'autre côté pour les avocats, là ça va être une question plus personnelle, et là d'enquêter véritablement sur les raisons de pourquoi ils ont voulu piéger Lincoln. Et à partir de là, on va apprendre énormément de choses, mais c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai vraiment parlé avec le cœur dans cette vidéo, donc j'espère que ça s'est vu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien, il y a le bouton rejoindre juste en dessous si vous voulez soutenir la chaîne financièrement. Je vous en remercie beaucoup pour tous ceux qui le feront, et merci à tous les membres soutiens qui le font déjà, et vraiment c'est chaud, ça me fait chaud au cœur. On se retrouve nous très vite, dites-moi dans les commentaires, ça sera un vrai plaisir de pouvoir parler avec vous de Prison Break, qui est ma série préférée de tous les temps. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ces 7 premiers épisodes. On se retrouve très vite pour la suite des critiques review de Prison Break. Voilà, ça va être un bonheur de pouvoir vous en parler. On se retrouve très vite. Ciao.